Salut à tous et bonne année 2023 où nous profiterons de la crise des ressources et de la guerre en Ukraine qui continue. Ah, ça promet d'être réjouissant. Donc, ouais, en essayant d'oublier ça, on va donc revoir un tout petit peu ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Et c'est l'occasion de vous faire part d'une bonne nouvelle à un certain degré, une mauvaise à un certain autre. Ça ne dépend comment vous le verrez, hein. Mais le fait est que si tout se passe bien, normalement c'est bon. J'ai décoté un nouveau job qui me prendra au minimum, logiquement, jusqu'en août. Possiblement renouvelable, mais ça nous verrons bien. Le fait est que je recherchais surtout un boulot à mi-temps de base pour avoir encore le temps de bosser de façon un peu efficiente sur mes vidéos, mais c'est un job à plein temps. 37h30 par semaine. Donc ça va m'accaparer pas mal de temps, ce sera à partir de la seconde moitié de ce mois de janvier. Et de fait, je risque de ralentir pas mal la cadence sur beaucoup de trucs. Je vais essayer de faire de mon mieux dans cette période-là de finir les réacs sur Full Metal Alchemist Brotherhood. Ça, je vous promets de faire de mon mieux pour ça. Et je vais essayer de maintenir un rythme satisfaisant pour les Total Splash et pour les Disneyfield. C'est le plus important. Les Disneyfield, j'ai toujours prévu d'en faire au moins un par mois. Possiblement 2 en février, normalement 2 en février, mais c'est 2 Disneyfield assez courts qui iront à la suite. Sinon, il va y avoir quand même beaucoup moins de temps alloué sur tout le reste. Beaucoup de choses qui ralentiront et j'essaierai de faire de mon mieux pour maintenir le même rythme pour les Total Splash, mais c'est pas impossible qu'il y en ait genre un de moins par mois si je sens que ça va pas. Après le reste, j'essaierai quand même de rester constant. Mais ouais, c'est juste pour dire que ouais, avec un nouvel emploi à temps plein, c'est clair et net que j'aurai moins de temps à accorder aux vidéos. Et ça veut dire aussi que j'aurai moins de temps qu'avant pour voir de nouveaux trucs, découvrir des séries ou des films. Et donc, je pense que les avis à tiède, ce sera vraiment uniquement réservé ce coup-ci et carrément aux films animés Disney. Et puis c'est barre, hein. Il n'y aura pas autre chose. Donc ça c'est ce qui est prévu. Je ne sais pas si ce job tiendra après août. Ça dépendra si je le fais bien, si je suis bien perçu. Et ça, ben, ça dépendra un petit peu de comment ça se déroulera. Et si ça tient pas jusqu'en août, ce sera une bonne et une mauvaise nouvelle à un certain degré. Parce que bon, je toucherai moins d'argent, c'est sûr, mais j'aurai à nouveau du temps en plus qui sera libéré. Mais bon, ça on verra au fur et à mesure. C'est juste pour vous prévenir. Je vais pas m'étendre sur le job, ce que c'est, parce que c'est clairement pas un travail de passion que j'ai choisi ce coup-ci, mais comme beaucoup, hein, je vais pas me plaindre excessivement là-dessus. Voilà, c'est juste pour vous prévenir qu'il y a ça qui est lancé. Et donc, ça en pâtira très certainement le rythme de mes vidéos. Et cela étant, il reste quand même certains trucs à faire. C'est pour ça que j'ai pas pris de pause durant ce mois de décembre. Je vais encore être à fond durant les 2 semaines qui suivent parce que j'ai envie de prendre un peu d'avance. J'ai une certaine avance sur mes Disneyfield. Là, j'essaye d'avoir jusqu'à février, quoi, être sûr d'avoir tout bon jusqu'à février. Et pareil pour les Total Splash. Si j'y arrive avant de prendre le boulot, quoi. Donc, j'ai pas vraiment pris de repos durant ces dernières semaines, alors que d'habitude, je me repose un peu plus pour décembre. Ce qui fait que j'ai pas autant profité des fêtes que je l'aurais voulu, mais bon, c'est moi ça. Et ces 2 derniers mois, c'est l'occasion parfaite pour revenir sur les 2 grosses vidéos que j'ai faites. Il y en a une 3e grosse vidéo que je tiens à pointer un petit peu, mais si vous voulez plus de détails là-dessus, je me suis penché dans une vidéo faite il y a très peu de temps de ça, une petite semaine, au Total Spice. Voilà, j'ai enfin traité le film. Ça, c'était un gros morceau que j'attendais de faire. Il fallait que je traite les 5 premières saisons d'abord. Je voulais traiter ça dans l'ordre chronologique de sortie. Et la saison 6, pour l'instant, ça suivra le même rythme. J'ai tout bon pour les 2 premiers mois de cette année, il n'y a pas de souci. Néanmoins, c'était un gros jalon à atteindre et j'ose espérer que ça continue de vous intéresser ces vidéos-là. Je suis content de leur réception une fois de plus. Sinon, je n'ai pas des masses de trucs à dire. Les détails de la chose, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, édito là-dessus, qui je pense aura plus de vues que cette vidéo mise au point, donc je n'ai pas trop l'intérêt de m'y pencher plus en détail. Donc, il y a ça qui a été fait, il y a aussi évidemment les 2 gros films plus récents de Disney, c'est-à-dire Encanto et Alerte Rouge.
sur lesquels j'ai eu des réactions assez très différentes, et pour lesquels je commence à avoir un tout petit peu d'habitude en fait. Je sens que ça va être des habitués du paysage. Ça va être les références les plus évidentes à faire, surtout Encanto. Et je pense qu'Encanto, je commence un tout petit peu à voir l'élément qui va m'irriter autour de ce film, en dépit du fait que je l'aime beaucoup, hein, je tiens à le préciser, j'aime beaucoup ce film, autour du fait que j'ai vraiment le sentiment que ça va devenir mon nouveau Roi Lion en fait. J'aime beaucoup le Roi Lion, je tiens à le rappeler de façon claire. 15 sur 20, c'est pas tous les films à qui je donne cette note-là, mais la raison pour laquelle je m'acharne un tout petit peu sur le Roi Lion, c'est parce que j'ai vraiment cette sensation que les gens ont tendance à voir la perfection partout dans ce film et vont trouver des excuses un petit peu au perché pour justifier que tout marche à merveille. Alors que pour moi, non, il y a des trucs à redire. Et c'est un peu pareil pour Encanto. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une partie assez importante des fans de ce film qui considèrent que c'est un putain de chef-d'œuvre et qu'il n'y a rien à redire dessus. Ou alors vraiment des trucs de 3 fois rien. Et pour moi, on n'en est pas à ce stade-là. Je ne vais pas m'appesantir des masses sur cette partie-là. Je pense que j'en parlerai dans pas longtemps plus en détail dans le top retour qui sortira ce mois-ci. Mais voilà, c'est un petit peu le truc que je voulais dire sur ça. Et je voulais un tout petit peu m'appesantir sur un détail sur lequel on a voulu me reprendre, sur le fait que Dolores, elle avait des raisons de pas dire la vérité, de pas dire tout ce qu'elle savait sur Bruno aux autres. Et on a trouvé des excuses du genre, elle était pas sûre que c'était lui, elle entendait sa voix, mais peut-être que c'était une sorte de fantôme, tout ça. Sérieusement? Je veux dire, Bruno... c'est un être humain avec ses conversations un peu typiques, quoi. Il a ses conversations avec les rats, il se fait ses petits films dans sa tête. Il n'a pas des conversations complètement aléatoires. Ouh, je suis un fantôme, tout ça. Elle devrait faire le lien, à moins qu'elle soit complètement conne. À ce moment-là, on peut partir du principe que Dolores est un personnage de débile. Et à ce moment-là, oui, ça justifie certains trucs. Mais elle pourrait quand même se rendre compte qu'elle entend des voix de Bruno à proximité. Les conversations sont quand même assez variées et dénotent un vrai être humain, bon, un petit peu siphonné sur les bords, mais un vrai être humain, il doit être là, Bruno. Vraiment. Ce genre de logique est un petit peu ridicule pour moi. Il y a un autre argument qu'on a lancé, que je trouve un peu gros aussi, même si un tout petit peu plus recherché, c'est le fait que, étant donné qu'il y a pression sur cette famille, c'est un peu le thème du film, eh ben, elle se sent pas de partager la présence de Bruno avec les autres réellement, parce qu'elle sait que ce serait mal perçu. Et le truc avec ça, c'est ok, elle peut pas le dire à l'abuela, c'est sûr. Mais elle est du genre commère à dire tout ce qu'elle sait à tout le monde. Et les autres, ils sont du genre, ne parlons pas de Bruno, mais dès lors qu'on les lance sur Bruno, ils parlent de lui. C'est ce genre de gag typique de famille commère, c'est-à-dire, ah non, c'est celui-là, il est persona non grata, mais on a quand même envie de parler de lui pour en dire du mal ou autre chose. Donc, je pense sincèrement que, oui, elle n'en parlerait pas à Abuela, mais il n'y a rien dans le climat familial que vous avez montré dans ce ton-là, notamment avec la fameuse chanson que tout le monde adore, que c'est réellement totalement tabou de parler de Bruno. Non. Et le truc avec ça, c'est qu'au bout du compte, vous essayez juste de justifier cette facilité scénaristique de la gestion du pouvoir de Dolores par le fait qu'il y a une psychologie derrière, tout ça, alors qu'en fait, non, la psychologie, elle n'est pas très logiquement amenée, et c'est juste des excuses pour essayer de justifier le fait qu'ils n'ont pas su grandement diriger, gérer ce pouvoir-là. Elle peut entendre à des kilomètres, ou je ne sais pas à quelle distance exactement. C'est un pouvoir qu'on utilise quand ça nous arrange bien et sur lequel on essaye de rebondir un petit peu en faisant pas trop gaffe aux détails. Voilà. Mais ça va de pair avec un problème que j'ai avec ce film, c'est le fait que la gestion du pouvoir casse pas la baraque, tout simplement. Et ça rentre dans cette catégorie-là, hein, en particulier Dolores. Hein, ça ne veut pas dire une seule seconde que son personnage est nul. Je dis juste que sa façon de gérer son pouvoir, les informations qu'elle devrait avoir, qu'elle devrait partager ou non, n'est pas superbement rendue. Et les excuses que vous avez données, pour moi, elles ne marchent pas. C'est le truc que je tenais à dire. Et ouais, le reste, j'ai pas eu beaucoup de
de choses à redire sur les commentaires. Évidemment, étant donné que j'étais plus positif que négatif, ça a été bien reçu cette critique et j'ai pas eu trop de gens qui se sont plaints. Mais ouais, il y a des petites choses à redire. C'est loin d'être un film ultra parfait, surtout dans son introduction pour moi. Et ouais, j'en parlerai en détail dans le top retour sur le film, mais si c'était une bouffée d'air frais à un certain degré, dans sa découverte, dans son thème, dans ses moments de personnage, je trouve que c'était quand même pas le film le plus parfait au monde. Et que ça mérite quand même qu'on pointe un petit peu les choses à redire scénaristiquement. Même si, en toute honnêteté, ce qui me gêne le plus autour des fans de ce film, c'est cette approche très fanfic de l'appréciation de certains personnages en fait. Bon, c'est pas trop appuyé dans les commentaires, je dois avouer, mais bon, je suis un petit peu d'autres vidéos, notamment les successeurs, qui en ont fait un gagne-pain pendant je sais pas combien de temps. Ils ont tellement trait cette vache à lait lors de la sortie du film. Ah ouais, c'est trop génial, on va reprendre les numéros musicaux, on va faire une vidéo sur chaque personnage existant, regardez, Encanto. Je me souviens de cette phase-là sur la chaîne des successeurs, c'était un peu abusé. Bref, il y avait ce côté tellement abusé, pour moi, de l'appréciation des personnages qui venait plus à mettre en avant des personnages plutôt bons dans leur concept et un tout petit peu de personnalité que dans leur vrai développement. Et ça me prend particulièrement quand je sais, notamment via une vidéo sondage qu'ils ont fait, les successeurs, justement, que le personnage préféré des gens, et c'est pas juste pour les successeurs, ça a été le cas pour beaucoup de cas, quoi. On a vraiment appuyé ce personnage-là. Le personnage préféré, c'est Camilo. Alors il est un peu marrant, son pouvoir est un petit peu cool, mais on n'est pas énormément en avant. Il est assez anecdotique dans l'histoire, hein. Techniquement, on pourrait le virer et ça n'aurait pas changé énormément de trucs. C'est pas comme s'il était très important dans l'histoire. Et c'est le personnage préféré des gens. Parce qu'il a une bonne note lors de la chanson de Ne parlons pas de Bruno. Il a quelques moments visuels cool avec son pouvoir. Et puis voilà, c'est plus ou moins ça. Et c'est un petit peu déphasant pour moi, je vous cache pas. Quand on regarde l'appréciation d'un film qu'on apprécie soi-même, à travers plutôt cette approche fanfic. C'est-à-dire que, en termes de personnalité qui renvoie et de pouvoir et possibilités, certes, il a beaucoup de potentiel, ce personnage. Néanmoins, potentiel, c'est cool. Comment on l'exploite, c'est comment le truc. Il sert à rien dans l'histoire, il n'est pas grandement mis en avant. Camilo, mais c'est le personnage préféré de beaucoup de fans du film. Parce qu'il s'imagine plutôt une fanfic avec lui où il serait plus mis en avant. Regardez, il est trop trognon, tout ça, et voilà, je me sens tellement... tellement éloigné des gens à ce niveau-là. Surtout quand je vois qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à considérer les personnages plus au centre comme étant moins intéressants. Je veux dire, Mirabel, je crois pas qu'elle est dans le top 3 des meilleurs personnages pour les gens. Alors que c'est elle qui est au centre, c'est elle qui est le cœur émotionnel, mais pas elle. Bruno un petit peu. Bruno, on le met un peu plus en avant, mais je trouve sincèrement que le trio principal, c'est-à-dire Mirabel, Abuela et Bruno, sont les personnages les plus intéressants, tout simplement parce que ce sont eux qui passent l'histoire, qui font progresser l'histoire de façon vraiment prenante et impactante. Et c'est un peu sidérant de voir que cette considération des autres est pas du tout sur la même longueur d'onde, c'est pas sur le même prisme. Et ça me sort un petit peu de la fanbase du film à un certain degré. Là, je l'aime toujours autant le film, hein. C'est pas parce que j'ai un problème avec une partie de la fanbase que je vais détester le film, clairement pas. Mais c'est le genre de truc qui fait que je me sens détaché des grands fans de ce film-là. Je vous cache pas, c'est ce genre de truc. Hein, ça, plus le fait de vouloir justifier tous les petits soucis d'écriture que je pourrais avoir, quoi. Hein, forcément, je me plante, hein, c'est un film parfait qui ne se plante sur rien du tout, évidemment. Néanmoins, les réactions étaient plus véhémentes, évidemment, avec ma critique sur Alerte Rouge. Sachant que, ouais, mon avis à tiède là-dessus, c'est peut-être l'avis à tiède qui a eu le plus de succès dernièrement.
Faut que je regarde les anciens Animatiel, mais celui-là, il a été super vu, et normal, j'avais une sorte de petit titre putaclic, genre le nouveau pire Pixar, donc... Et là, je le pense vraiment, hein, c'est le nouveau pire Pixar, hein, facilement. C'est le seul à qui je donne pas la moyenne. Les autres, ils dépassaient la moyenne, ils avaient suffisamment de qualité pour valoir plus que 10 sur 20. Bah, pas celui-là. Voilà, c'est ce que je pense. Et ouais, bon, je vais pas trop m'appesantir sur certains arguments qu'on m'a donnés. On a vraiment affaire de temps en temps à des gens qui, dès lors que on considère mal quelque chose qu'ils aiment beaucoup, on est forcément un connard qui ne comprend rien pour eux, voire pire. Je veux dire, il y a quelqu'un qui m'a qualifié de boomer raciste. Enfin, je crois. Je garde ça en petite supposition parce que j'étais pas sûr à 100%, c'est pour ça que j'ai répondu un petit peu de façon vague là-dessus. Il a dit ouais, je préfère avoir un self-insert sur une ado comme ça que sur un boomer raciste. Et bon, la première chose, je tiens à dire, après ce commentaire-là, je me suis dit, ok, d'où il sort ça, pourquoi il fait ce topo-là. Bon, très vite, je me suis dit, sans doute, il veut m'insulter à travers ça. Mais j'ai répondu, ok, je vois pas le rapport, tu fais allusion à quoi? Limite, peut-être qu'il faisait allusion à un certain film, mais je comprends, hein, si c'était un film là-dessus, ce serait pire, mais bon, c'est pas parce qu'il y a pire que ça devient bien. Voilà, je suis pas allé plus loin que ça, je peux pas aller rechercher le conflit, j'en ai marre de chercher le conflit constamment, même si je me suis engueulé avec quelques personnes sur les discussions là-dessus. Au début, ça allait bien, et puis après, il y a genre 2-3 personnes, et c'est ça que je tiens à appuyer, 2-3 personnes qui sont allées sur l'insulte, le manque de considération, et c'est ceux-là, ces 2-3 personnes hein, qui m'ont énervé, mais au-delà de ça, ouais, c'était globalement relativement cordial, toutes choses considérées. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Bon, sachant que c'est fait dans les deux côtés. J'appuie rarement ça, mais c'est pas parce que vous êtes de mon côté que je suis derrière vous quand vous insultez les gens qui aiment le film, quoi. N'allez pas insulter les gens qui aiment le film et dire que ce sont des idiots qui comprennent rien ou quoi que ce soit. Si vous appréciez ce film parce que c'est à qui vous parlez personnellement, je peux un petit peu respecter ça. Je vais un petit peu revenir sur cet argument-là, mais voilà. Je suis clairement pas le public ciblé. Je trouve sincèrement que les meilleurs films Disney sont ceux qui savent rester plus universels dans leur message. Néanmoins, je reconnais que d'un point de vue strict, c'est peut-être pas universel ce film, mais il essaye de parler à genre 50% de la population, voire plus. Puisque voilà, c'est plus les femmes, vous voyez quoi. Je ne fais pas partie de la population féminine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la population féminine compose un gros 50% du monde, donc c'est pas rien, c'est pas rien. Sans compter ceux qui seront pris dans les conflits familiaux qui leur seront peut-être familiers. Je sais pas, apparemment je suis une des rares personnes à avoir grandi dans un climat familial sympa. Où les parents sont pas des connards qui vous forcent à faire ce que vous voulez pas. Ah, apparemment. J'ai le sentiment, quand je vois énormément de commentaires là-dessus, que c'est un peu le cas. Mais il me semblait que c'était un peu plus fréquent que ça. Et surtout que c'était même plus fréquent d'avoir, en tout cas dans nos sociétés occidentales, je reviendrai sur un certain point qu'on m'a bien rabâché, dans nos sociétés occidentales, c'est-à-dire la société où figurent la plupart des gens qui regardent ces films avec moi, que les soucis viennent plus souvent d'un laxisme parental ces derniers temps que d'un surplus d'autorité parentale. Sans en faire une généralité non plus, j'ai plus souvent les témoignages de ce genre de problème. Mais bon, c'est un détail. Le truc avec ça, c'est que, évidemment, ce n'est pas censé s'adresser à une société occidentale. Donc à ce moment-là, pourquoi vous ne contentez pas de sortir ça en Chine, bande de connards, à nous laisser tranquilles? Je dis ça comme ça. Les gens qui font cet argument de merde, vraiment, sont d'une débilité affligeante, quoi. Parce que, oui, ça veut parler surtout aux familles orientales, asiatiques, de Chine, en gros, hein, c'est plutôt la Chine. Il y a beaucoup de gens qui sont apparemment des super experts en Chine, ils savent que la Chine va contrôler le monde à un moment donné, donc ils se préparent à l'avance, donc bravo pour eux, hein. Moi je n'ai pas cette... je n'ai pas cette approche très avancée, je ne vous cache pas, et donc ils savent exactement comment ça se passe en Chine.
le conflit, les climats familiaux, tout ce qui est culture, etc. Ils savent parfaitement comment ça se passe en Chine. Et donc, ils m'ont repris sur pas mal de trucs. Notamment le fait que, et alors là, ça m'a un peu gonflé au bout d'un moment, que, ouais, le concept des couleurs en Chine correspond à ça. Oui, le rouge signifie la bonne fortune. Pas exactement la chance, la bonne fortune, entre autres choses. Et donc oui, moi je suis parti sur ma vision occidentale, vous m'excuserez, hein, j'ai pas fait gaffe à ça. C'est bien de me reprendre là-dessus, hein. La première fois qu'on m'a repris, je me dis ah ok, zut, je me suis trompé. La 15e fois, je me suis dit ferme ta gueule connard, tu me casses les couilles. Parce que voilà, j'ai lu 15 fois le même message, donc vous m'emmerdez au bout d'un moment, hein, à pas lire ce que d'autres ont écrit avant vous. Hein. C'est le genre de truc qui dit oui, maintenant je sais que le rouge signifie vraiment la bonne fortune en Chine, et j'ai envie de dire aussi j'emmerde la Chine, hein, merci grâce à vous. Hein. Et il y a aussi le fait que je tiens à appuyer. Pourquoi j'ai fait cette erreur-là? J'ai fait cette erreur-là du fait que ça se passe au Canada et on appuie très majoritairement une culture occidentale très Amérique du Nord, voyez. Et c'est vrai que les moments où on appuie la culture chinoise, c'était très basique. Vraiment la légende de leur ancêtre, ce genre de conneries, quoi, les trucs avec les oliviers dans leur monde, de l'esprit de panda, tout ça. C'était limite un truc magique qui passait sans plus, tandis qu'on se centrait vraiment sur la culture très années 2000 en Occident, quoi, avec les boys bands, ce genre de trucs. Alors, en essayant à peine de faire des liens, parce que on aurait pu faire le rapprochement entre les boys bands très occidentaux et les groupes de K-pop. Hein, les trucs très typiques qu'on a en Asie, quoi. Non, on fait pas trop ça. Et c'est la raison pour laquelle je me suis senti un peu détaché de la culture chinoise. C'est parce qu'on l'appuyait pas tant que ça, personnellement. On appuyait surtout une culture occidentale très écervelée qui allait pas très loin, en ce qui me concerne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas des masses adhère à ça. Mais le truc qui m'énerve un petit peu dans cet argument, c'est que j'ai vraiment le sentiment que vous êtes vous êtes tous issus d'une culture chinoise ou quoi? Il y a énormément de gens qui n'arrêtent pas de s'identifier à la situation de Mei par rapport à sa famille, tout ça, mais vous n'êtes pas chinois. La plupart d'entre vous, je pense pas avoir beaucoup de gens chinois ou d'origine chinoise parmi mon public, c'est clairement pas le public que je vise. Pourtant, vous arrêtez pas de dire ah, c'est trop ça comme moi, oui, vous pouvez pas me balancer un argument d'un côté et dire c'est comme moi de l'autre, à moins que vous soyez vous-même chinois ou d'origine chinoise. À ce moment-là, bon, bravo, vous faites partie des rares personnes dont c'est le cas, mais je pense que la plupart des gens qui disent ah c'est trop moi, c'est pas le cas. Et c'est le truc qui a tendance à m'irriter un petit peu. Ouais, vous arrêtez pas d'appuyer que c'est un truc de la Chine. Ben ok, c'est un message à l'intention de la Chine pour dire que il faut qu'ils améliorent le comportement de leurs parents. C'est cool, je m'en fous royalement. Pourquoi j'aurais quelque chose à foutre? Vous voulez que je vois mal la Chine en fait, c'est ça? Vous voulez que je trouve que la Chine c'est nul? C'est ça le but du film en fait? Je pige pas le truc. Cet argument pour moi, ça ne met pas tellement la Chine en valeur. Ça met juste en valeur le fait que je devrais ne pas avoir beaucoup d'estime pour la Chine. C'est ça un petit peu le truc. À chaque fois qu'on me rabâche cet argument-là, c'est pour un public chinois, tu comprends pas les Chinois, c'est comme ça que ça se passe. Oui, ok, c'est comme ça que ça se passe dans les familles chinoises. Les familles chinoises, c'est de la merde. Et je vais pas trop me reposer sur vos arguments, les commentaires de quelques personnes qui ont voulu me voir de haut à ce niveau-là, parce que je pense que c'est juste des gens qui essayent de se la jouer en disant « Regarde, je fais tout mieux que toi à ce niveau-là ». Je pense que c'est pas le cas pour toutes les familles chinoises, ça. Je pense que la Chine est un tout petit peu plus recherchée que ça, que ce qu'on montre dans ce film, dans ses relations. Et cette façon de faire, cette façon de contre-argumenter n'a clairement pas aidé à ce que je sois derrière le film, quoi. Un truc qui aurait pu m'aider un tout petit peu plus, que je peux comprendre un petit peu, c'est le principe d'identification que beaucoup ressentent. C'est-à-dire ce passage à l'adolescence qui est assez difficile. Je peux le reconnaître, hein. En tant que mec, c'était pas si compliqué que ça. Il y a la phase d'éveil, évidemment, à la puberté. J'ai connu ça aussi, bien entendu. Hein. Je suis pas né avec toutes mes capacités non plus, hein, mais je me doute
très sincèrement que pour une femme, ça doit être beaucoup plus difficile. Parce que les hommes n'ont pas de règles, c'est pas les mêmes changements corporels, et c'est une phase plus compliquée. C'est pour ça que je tiens à dire de façon super claire que je respecte ça. Le fait de vouloir banaliser, normaliser ce passage-là et rendre ça plus simple, plus facile à assimiler pour les spectatrices, surtout qui sont en phase de passer ce cap de leur vie, je trouve que c'est très louable ça. Vraiment très louable. Je suis même prêt à aller contre un argument qui a été fait à l'encontre du film Silva en disant ouais, ils en font pas assez, quoi, ils sont un peu trop frileux sur ce que signifie avoir ces règles, toutes les complications physiologiques, tout ça, ils auraient dû être plus clairs sans aller à fond dans le truc. Et je me dis ok, ça reste un film familial, ça doit quand même ne pas dire les termes ultra directement et aller dans les détails de tout et n'importe quoi. Faire une sorte d'image de parallèle à la puberté sans aller à fond dans les termes et tous les détails, je trouve que c'est un bon compromis pour garder un film familial qui pourrait passer pour tout le monde et aborder tout de même le thème. Je trouve que c'est quand même pas mal de faire ça. Le souci que j'ai avec ça, c'est que oui, on est totalement dans l'identification en fait. Et autant cette partie-là de l'identification pour les spectatrices, je peux comprendre que ça touche un petit peu. Le reste, j'ai un petit peu de mal en fait, je vous cache pas. Parce qu'une bonne partie des gens qui ont défendu ce film dans son approche de l'héroïne, en étant très courtois au passage, hein, donc je vais essayer de les respecter ces gens-là, hein, parce que je risque d'être un petit peu méchant dans un commentaire, mais gardez bien en tête que c'est juste un argument sur le fait que ça vous touchera peut-être personnellement, mais pour moi, il y a une différence entre l'identification et l'empathie, et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce petit encart-là dans ma vidéo, parce que c'est super important. Beaucoup de gens ont rétorqué que ça correspondait vraiment à la mentalité du l'un d'autre de cette période-là. Oui, c'est un peu une question de vie ou de mort pour eux de voir leur concert chéri. Enfin, surtout pour elles, parce que moi, la plupart des mecs adolescents, hein, bon, à part quelques cas exceptionnels, on n'était pas vraiment à fond dans aller voir un truc ci et là, quoi. On était à fond dans certains autres trucs, évidemment, mais pas ce genre de choses. Et j'ai envie de dire, ouais, je peux comprendre que ça vous parle personnellement, mais c'est un truc que je tiens à dire de façon crue directement. Notre vie en tant qu'adolescent ou adolescente n'est pas intéressante pour la plupart d'entre nous. C'est sans intérêt de suivre la vie d'un adolescent lambda qui a eu ses petits problèmes d'adolescent lambda, et que ce soit pour un mec ou pour une fille, ça revient au même. Voilà, vous avez été adolescente, vous avez eu votre phase super groupe de musique pop ou boys band, ce que vous voulez, et c'était un petit peu la vie pour vous durant une période. Tant mieux si ça vous a rappelé à ça, tant mieux si cette identification vous suffit. Mais pour ma part, vous auriez pu faire pareil avec un mec qui a été ado comme moi et qui avait les mêmes priorités que moi, et j'aurais trouvé ça peut-être identifiable, très certainement identifiable, c'est sûr, mais j'aurais pas trouvé ça très pertinent à faire en film. Encore moins pertinent à glorifier comme ça, parce que plus que de dramatiser quelque chose de très banal, quoi, une situation très banale que beaucoup de gens ont vécu et qui casse pas la baraque en soi, on glorifie la chose. On essaye de rendre ça énormissime, on veut faire passer nos personnages comme des grands phénomènes, des grands héros à un certain degré dans cette aventure à la con qui signifie pas grand chose. Et pour ma part, c'est cracher sur ce qui mérite d'être véritablement glorifié en fiction, en termes d'histoire. Et je trouve que ça vaut pas la peine. Et ça aurait été pareil si ça avait été une vie d'adolescent mec, comme ce que j'ai vécu moi avec beaucoup de mes potes, quoi. Ça aurait été la même chose. Je trouve que c'est de l'effort pour pas grand chose. Et je le redis, tellement un self-insert. Hein. C'est clairement ça. Je suis désolé pour les gens qui le prendraient mal, mais on a clairement affaire à une version glorifiée de la vie de Domichi qui veut se mettre là-dedans. Une autobiographie ultra romancée avec une touche de fantastique, histoire de se mettre un petit peu en avant. Et ça se ressent tellement,
tellement, jusque dans certains commentaires qu'on a eus, qui ne font que me confirmer ça. Par exemple, il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire que le coup de la mère qui apporte des Tampax à sa fille devant tout le monde, et ben c'est exactement ce qu'a fait la mère de Michi à un moment donné. Ce qui est donc une confirmation que c'est du self-insert, elle veut clairement raconter sa propre vie à travers son personnage. Et ouais, j'ai envie de dire, je suis désolé pour toi, ma grande, que ta mère a été conne. Parce que c'est clair que ta mère a été conne à un certain degré, c'est sûr. Mais je ne vois pas en quoi mettre ça en avant dans un film rend la chose particulièrement palpitante à suivre. Je vois pas en quoi ça rend l'histoire vraiment pertinente à regarder en soi. Parce que de ce que je vois dans ce film, en essayant de retirer les éléments un petit peu exagérés et romancés, et donc bien entendu évidemment magiques, la vie que tu dépeins n'est pas palpitante. Elle est basique. Et j'en ai rien à branler. Mais ça aurait été exactement pareil si ça avait été une vie plus similaire à la mienne. Je le redis de façon claire, parce que ça fait un petit moment, lorsque j'ai traité du secret de Terabysia, c'est un film, sincèrement, où il y a beaucoup plus d'identification de ma part. Je peux m'identifier facilement au héros sur beaucoup de points. Pourtant, ça ne suffit pas à en faire un grand film. C'est pas cette partie-là qui a aidé à m'agripper dans le film, à faire que ce soit un film réussi en ce qui me concerne. Parce que l'identification ne suffit pas pour moi. L'identification, c'est un plus qui fait que tu vas te retrouver plus facilement agrippé dans le propos. Il faut que le propos soit recherché au-delà de l'identification. Et je le dis clairement, moi, ça ne passe pas du tout. L'identification, c'est quelque chose qui aidera facilement à agripper un public, mais c'est pas ça qui élèvera l'écriture de votre film. Pas du tout. Et c'est clairement ce que je ressens avec Alerte Rouge, quoi. Il y a tellement de place pour l'identification avec le conflit familial, où c'est clair et net que quand on est un enfant ado, on a toujours cette sensation, dès lors qu'on a un parent un peu autoritaire, qu'il l'est trop, c'est sûr, parce qu'on n'a pas le recul. Donc évidemment on va s'identifier à un certain degré, même si en toute sincérité je suis sûr qu'une bonne partie des gens qui disent ah oui mes parents c'était tellement ça doivent exagérer un peu le trait. Je suis sûr que vos parents n'étaient pas aussi horribles que ça, j'en suis sûr. Ces trucs là plus le passage à l'adolescence et donc les thèmes très typiques qui sont traités là-dedans, c'est facile, c'est tellement facile de s'identifier, ça touche large à ce niveau-là. Et si ce simple fait aide à être pris dans le film pour vous, je peux comprendre. C'est pas un argument fort pour vraiment défendre une grande qualité d'écriture en ce qui me concerne. Mais ça vient du fait que je vois pas les films de la même façon que vous. Apparemment, beaucoup d'entre vous sont dans les films de la même façon que, je sais pas, Antoine Goya. Antoine Goya, c'est une fois de plus quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord en matière de cinéma, qui a tendance à qualifier un film de très bien réussi s'il sait bien dépeindre la réalité, le vrai de la vie, tout ça. Et ouais, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut que cette vie dont vous dépeignez le vrai ait un impact réel et soit pas juste trop banal, tout simplement. Et c'est ça le truc, c'est trop banal au bout du compte. Trop banal et grossier dans pas mal de ce développement pour que ce soit un grand film. En ce qui me concerne. En fait, je pense que ce qui m'embête le plus dans cette représentation de l'adolescence et du collège là-dedans, quelqu'un l'a pointé en commentaire justement, c'est le fait que on joue très très peu sur la complexité de la problématique sociale d'un adolescent. La problématique hormonale, c'est très acceptable, mais c'est surtout ce côté, oui, lorsqu'on est ado, il y a tout un système qui nous oppresse à un certain degré, qui nous force à suivre une certaine norme, et dès lors qu'on n'est pas dans cette norme, dès lors qu'on n'est pas superbement bien dans sa peau, dès lors qu'on est à part de quelque chose, il y a tendance à y avoir cette pression qui fait que on ne sera pas forcément bien perçu, on se foutra de votre gueule, on vous fera peut-être mal. Et ça vient de tout un système, la société, ses normes, les autres élèves, comment
ils réagissent à ce que vous faites et comment ils peuvent se moquer de vous, voire être agressifs de façon physique des fois. Ce genre de choses n'est pas du tout montré. Il y a juste cet élève précis qui est un connard un tout petit peu envers notre héroïne, mais les autres ils s'en foutent royalement et il n'y a pas de problème quoi. Et il n'y a aucun problème de considération et la seule chose qu'on veut mettre en avant, c'est le fait que la seule personne responsable des malheurs de May, c'est sa mère. Le reste, ce n'est pas un problème. Et quelqu'un, donc, a déploré le fait qu'on aurait pu parler du problème de brutalité scolaire. Pas forcément physique, hein, ça peut être mental, mais ce problème de brutalité scolaire qui est quand même bien présente et que, enfin, on défait d'un revers de la main parce qu'on s'en fiche royalement. C'est pas du tout le truc. Ce que veut faire le film, c'est juste déplorer le contrôle d'une mère sur sa fille. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors que tous les exemples que j'ai cités en comparaison dans ma vidéo, dans ma critique, savent un tout petit peu appuyer la complexité de la société qu'on met en place dans le cadre rebelle. C'est pas juste que la mère est trop autoritaire et la fille comprend pas l'importance de son rôle, c'est le fait que oui, la société, les circonstances dans lesquelles elles sont, les obligent à suivre certains rôles. Et c'est un peu injuste, mais est-ce qu'il faut totalement suivre ça? Est-ce qu'il faut totalement défaire ça? C'est le truc de ce film, c'est ce qui fait que ça marche un petit peu pour moi. Et Chicken Little, au risque de me faire détester par certains, c'est mieux gérer ça. Parce que oui, Buck Little est un père connard hein, sur beaucoup de moments, c'est sûr, c'est sûr. Mais ce que le film s'est appuyé, c'est que c'est totalement la société globale qui est méchante, qui est injuste avec le héros. Et Buck essaye de s'incorporer dans cette société, essaye de complaire à cette société. Là où il n'y a pas tellement ça. La société est totalement autour de May, à 3-4 détails près, quoi. Et la seule personne qui est contre son épanouissement, c'est sa mère, une fois de plus. Et voilà, pour moi, c'est l'exemple parlant de quelqu'un qui fantasme sur le fait que le seul problème qu'il y a eu dans sa vie, c'était sa mère qui était trop autoritaire. Et je trouve ça grossier. Je suis désolé, pour moi c'est très grossier. Après, on sent l'émotion cherchée, on sent que c'était un projet un peu personnel et donc il y a de l'effort qui a été mis là-dedans, dans le style et dans certains moments. Mais je trouve sincèrement qu'on aurait pu faire mieux que ça. Et pour terminer sur Alerte Rouge, pour revenir un petit peu sur l'approche fanfic de certaines personnes, c'est une tendance qui commence à devenir un tout petit peu ennuyeuse, un tout petit peu fatigante, cette espèce de façon de vouloir voir du LGBT un peu partout. Alors, je dis un tout petit peu parce que c'est pas gravissime. Au bout du compte, vous faites ce que vous voulez. C'est pas ça qui va changer grand chose à la qualité de l'œuvre. Le seul truc que je trouve un petit peu fatigant, c'est que j'ai l'impression que les gens ont tendance à utiliser ça comme argument de qualité. Alors que ça devrait pas être un argument de qualité, ça devrait être un à côté. Mais ouais, c'est comme pour la Reine des Neiges avec Elsa, beaucoup de gens disent ouais, si ça se trouve, Elsa elle est trop lesbienne. Et je veux dire, ouais, si ça se trouve, non, en fait. Il y a rien qui appuie ça particulièrement. Pour ma part, hein, j'ai déjà fait le topo là-dessus, pour ma part, ce n'est pas un argument valable. Hein. Il y a un tout petit peu des micro-indices qui pourraient suggérer que peut-être elle pourrait l'être dans le second film, mais ça va pas plus loin que ça. Et je me dis, pourquoi pas? Mais c'est pas le propos. Le fait qu'elle soit lesbienne ou pas ne joue en rien dans le récit et n'apporte rien de particulier à la profondeur de la chose. Donc que des gens s'excitent à ce point sur ce principe-là, ça a toujours été un petit peu bizarre pour moi. Et c'est pareil avec un certain personnage de l'Alerte Rouge, c'est la première copine de May, qui semblerait-il, d'après certains, serait gay. Alors déjà, je tiens à le dire, si elle est gay, elle est bi, puisque comme ses trois copines, elles mouillent comme pas possible sur leur boys band chéri, trop mignon, trop joli. Donc je pense qu'elle est hétéro de façon assez claire à ce niveau-là, mais elle doit être aussi gay, donc peut-être qu'elle est bi à ce moment-là. Ok, très bien. Peut-être.
qu'il n'y a rien qui appuie ça particulièrement. Le fait qu'elle soit un tout petit peu plus proche de sa copine que les autres n'appuie en rien ça. C'est ça le truc qui vous dit « Ah mon Dieu, on est un petit peu proche en tant que fille. » Forcément, il doit y avoir une sorte d'attirance romantique, sexuelle, un truc comme ça. Ok, je savais pas. Le même genre de personnes qui trouvent que Frodon et Sam sont possiblement un couple gay, en dépit du fait que Sam finisse avec une fille à la fin. Si ça vous fait plaisir. Le truc avec ça, c'est que peut-être, et après, c'est quoi la finalité de la chose? Il se pourrait qu'un personnage soit LGBT. Bah c'est bien. Et puis, tant qu'à partir sur cette considération-là, pour ma part, s'il y en a un qui est plus proche d'être gay dans l'eau, c'est très certainement Tyler, là, vous savez, le gamin là, qui les accompagne à la fin, quoi. Étant donné qu'il mouille sur un boys band, lui, aussi à la fin, et qu'il a cette espèce de timidité qu'il essaye de cacher un petit peu, il a un peu des codes gays, largement plus que la copine de mec, quoi. Donc, lui, donne beaucoup plus l'impression d'être possiblement gay que l'autre, hein. Mais bon, je dis ça comme ça, c'est histoire de dire, je m'en fous, quoi. C'est tant mieux si c'est vrai, tant pis si c'est pas vrai, ça change rien du tout au propos. Et le truc avec ça, c'est que beaucoup de gens ont tendance à avoir cette considération comme presque argument de qualité, alors que c'est pas un argument de qualité, c'est vous qui vous faites votre propre interprétation, en fait. On tombe dans ce cas où les théories des interprétations changent, remplacent la critique. Il y a peut-être ça me donne l'impression que ça pourrait être ça, donc c'est génial. Non, c'est génial si tu le vois comme ça, mais l'œuvre n'a rien fait de concret pour cette direction-là. C'est ton interprétation, ta théorie. C'est pas ça qui change la qualité de l'œuvre. C'est ça le truc. Quand on fait la théorie Elsa est lesbienne ou la copine de May est lesbienne, je veux dire, faites ce que vous voulez, je m'en fiche au bout d'un moment. Hein. Et je dis pas une seule seconde que c'est aberrant comme théorie. C'est juste que, voilà, sortez pas du concept théorie, quoi. C'est une théorie, c'est une interprétation, cool. Ça devrait pas remplacer la vraie critique de ce qui est fait réellement. C'est le truc qui commence à m'ennuyer de plus en plus parmi une partie des fanbases de ces films récents, c'est-à-dire ce besoin de voir de la représentation en tout genre et de voir plus la théorie clairement pas confirmée directement dans l'œuvre comme étant une sorte de vérité qui hisse l'œuvre beaucoup plus haut qu'elle ne le serait de base, quoi. Ce genre de choses a tendance à m'ennuyer un petit peu depuis quelques temps. Et donc, ouais, vous faites ce que vous voulez dans l'absolu, hein, c'est pas à moi de vous dire comment apprécier une œuvre, hein. Mais c'est clair et net qu'il ne faut pas vous attendre une seule seconde à ce que ce soit un argument recevable pour moi, parce que c'est clairement pas ça qui témoignera de la qualité quelconque d'un film. C'est clairement pas ce truc-là qui dira si un film mérite ou non d'avoir une certaine valeur. Voilà, ça je tenais à le dire, et bref, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je pense que je vais juste me contenter d'un petit sujet rapide pour clore cette vidéo mise au point. En parlant du fait que, étant donné que c'est la fin de l'année là, c'est le début de l'année 2023, et en cette fin d'année 2022, il y en a beaucoup qui ont fait leur bilan. Et c'est assez dingue de voir que parmi pas mal de vidéastes que je suis, il y en a beaucoup qui ont fait le constat qu'ils font moins de travail qu'avant et qu'ils s'envoient désolés, mais un des trucs qui les a ralentis, c'est ce besoin de perfectionnisme, ce besoin d'aller dans les détails pour éviter les petites fioritures ci et là et rendre la vidéo vraiment ultra lisse dans son rythme, dans son écriture. Je veux pas qu'il y ait le moindre petit truc à redire à tel moment de la vidéo. Si je dois virer 0,1 seconde d'un truc qui gâche un tout petit peu le propos, je le vire, tout ça. Ce genre de choses qui se fait de plus en plus souvent et qui, je trouve, est
en un sens très louable, le perfectionnisme, c'est une bonne chose, mais qui, lorsqu'il va trop loin, finit par devenir un frein un petit peu trop grave. Et c'est ça qui a, je pense, tué une partie des créateurs qu'on avait avant. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est évidemment Antoine Daniel. Ça me rappelle, punaise, ma chaîne est si vieille que ça maintenant. J'ai l'impression que ça fait des plombes, mais ouais. Ça me rappelle le moment où je me suis plaint d'Antoine Daniel en disant qu'il ralentissait tellement son rythme de production qu'il a fini par dire bon, les What the Cut c'est plus une priorité, j'en sortirai quand j'en sortirai, et ben il n'en sort plus. Peut-être qu'il y en aura un dernier, mais en fait, non, quoi. Je me souviens, il y a genre 6-7 ans maintenant, punaise. Purée, c'est tellement vieux, quoi. Bref, je me souviens, il y a 7 ans, un truc comme ça, lorsque j'ai fait le topo. Bon, moi-même, je pourrais me reprendre là-dessus, parce que je disais, ah oui, à partir de là, je vais continuer à produire régulièrement du contenu, toutes les semaines. Alors, techniquement, j'en fais encore toutes les semaines avec les Total Splash. Je ne suis pas complètement à l'encontre de cette idée, mais c'est clair et net que j'avais prévu, promis de faire des Disney Films plus réguliers, ce qui serait difficile maintenant puisqu'il n'y a plus tellement matière à faire ça. Il y a plus tellement de films et de séries à traiter en ce qui me concerne dans l'animation Disney. Mais bon, il y a encore de quoi tenir l'année, il n'y a pas de souci. Le truc avec ça, donc, c'est que on se met trop dans ce besoin de faire de mieux en mieux, de vouloir être le plus en plus précis, de vouloir être plus travaillé dans les détails que, d'une part, on en vient presque à oublier, ce qui fait que les gens aimaient ce qu'on faisait au départ. Parce que les vidéos qui plaisent le plus aux gens, vous verrez pour beaucoup de vidéastes connus, ce ne sont pas les vidéos où on fait un travail de dingue et où il y a de la mise en scène super longue ou quoi que ce soit. Très souvent, ce sont ceux où on sent un naturel et où il y a de la bonne inspiration dans le texte. Et c'est ces vidéos-là qui marchent le plus. Personnellement, le What the Cut 37 ou 36 d'Antoine Daniel, pour moi, c'était pas le meilleur, tout simplement parce que il a passé tellement de temps à faire une grosse intro longue, avec des tonnes de guests, de la mise en scène très recherchée, je ne vous cache pas, oui, c'est très recherché, pour faire genre, un court-métrage amateur, quoi, un court-métrage humoristique amateur, en s'éloignant de ce qu'il proposait de base, quoi. Le concept de critiquer des vidéos YouTube et de se marrer de ça avec des petits sketchs autour. Il est tellement sorti de ça dans sa grosse introduction et sa conclusion qu'au bout du compte, j'avais le sentiment de voir deux vidéos à part. Et c'était un peu le souci que j'aurais à reprocher à certains vidéastes que j'adore encore, hein, le JDG aussi. Il y a beaucoup de ces vidéos que j'adore encore, je trouve qu'il fait encore du très bon boulot. Lorsqu'il fait de la mise en scène qui sort à ce point de sa critique de jeux vidéo, de ce pourquoi on le regarde, sa critique de jeux vidéo ou de séries, de films, ce genre de truc, quoi. Il peut faire du HS qui est très bon aussi. Dès lors qu'il sort de ça, eh ben c'est très touché-coulé, ça passe ou ça casse pour moi. Et des fois ça peut être cool, et des fois ça peut être un peu plat. Je sais pas, par exemple sur Fort Boyard, la mise en scène qui a été faite sur la petite histoire avec un faux groupe qui va à Fort Boyard, tout ça, c'était pas affreux, mais c'était quand même pas ultra folichon, et le plus intéressant, c'était clairement la critique de jeux vidéo. Autant pour Harry Potter, je me suis un peu plaint, mais il y a quand même une histoire en lien avec Harry Potter, quoi. C'est de la parodie d'Harry Potter qui passe bien. Mais il y a des fois, par exemple, son truc récent sur le jeu Phoenix Game, toute la mise en scène, l'histoire derrière, c'était... Voilà, c'était du délire qui fait un tout petit peu sourire, mais rien d'ultra folichon en ce qui me concerne. Et d'après ce qu'il a dit donc dans des retours là-dessus, il a bossé à fond pour ça. Ça leur a demandé énormément de temps de faire cette mise en scène qui, en toute sincérité, cassait pas la baraque pour moi. C'est pas ça qui a élevé grandement la vidéo en termes d'écriture, de rythme, de fun, tout simplement.
Et c'est un peu dommage de voir que ce qui demande le plus de temps, c'est ce qui intéresse le moins. Et ouais, je trouve que c'est important de savoir s'améliorer au fur et à mesure de ces vidéos. C'est important de faire plus gaffe à de la mise en scène et à essayer de réfléchir davantage au sketch. Je trouve que le Nostalgia Critique avait fait une très bonne transition là-dessus durant un moment. Et de temps en temps, sortir un peu de ce cadre et faire quelque chose d'à part, je suis pour. Mais il ne faut pas que ça devienne trop automatique. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur ce qui fait que les gens sont intéressés par ce que vous faites. Sauf si vraiment il n'y a que ça qui vous inspire réellement, sauf si au bout du compte vous vous sentez vraiment plus dedans la formule classique et vous avez besoin de faire quelque chose de plus riche que ça. Et tant mieux si vous y retrouvez votre compte, tant mieux si votre public est partant pour, même si vous produisez moins. Je veux dire, chacun a son approche au bout du compte. Hein. Je veux dire, je suis personne pour juger du bien fondé de telle approche ou pas. Une fois de plus, Antoine Daniel, il fait ce qu'il veut de sa vie. Je trouve que pour quelqu'un qui a arrêté les What the Cut pour partir sur des projets plus grands, ben, j'attends encore de voir le projet plus grand. Il y a une saga MP3 audio qui était cool, hein. La saga audio était cool, mais une fois ça passé, hein, après la première saison et on n'a pas de seconde saison, et ben ouais, j'attends encore les grands projets d'Antoine Daniel, quoi. Parce que je pense qu'une partie aussi de ce problème de perfectionnisme, c'est que ça essaye de justifier plutôt le fait qu'on vieillit un petit peu. Et je comprends un petit peu ça, de plus en plus ça maintenant que moi-même j'ai vieilli, j'ai vieilli, hein, ça je le ressens un petit peu, et on a un petit peu moins la niaque. Je me souviens de l'époque où je produisais une vidéo Disneyfield par semaine, je sais pas si j'aurais l'énergie de faire ça réellement maintenant. Ça y est, en partie du fait que bon, je fais plus d'efforts sur mes vidéos actuelles. Mais il n'y a pas que ça. J'ai quand même réussi à faire un mois avec donc un Disneyfield par semaine, où c'était le mois Descendants. Et le mois Descendants, il était un petit peu chargé, quoi. Hein, c'était pas des petites vidéos, c'était un gros truc, et il y avait le Disneyfield HS après, quoi. Donc c'était un mois bien chargé, quoi, qui était pas simple. J'ai arrivé à gérer des trucs longs comme ça. Maintenant, je sais plus si je pourrais y arriver totalement, en fait. Je crois que j'atteins un point dans mon âge où je suis un tout petit peu moins efficace, un peu moins rapide dans ma création. C'est pas impossible qu'il y a ça qui se ressente un petit peu et qu'il y ait cette espèce de fatigue qui s'est installée. C'est peut-être le cas pour certains, quoi. Bon, après, pour le cas du joueur du grenier, qu'on soit bien d'accord, c'est quelqu'un qui commence à avoir un enfant, c'est difficile de gérer ça, ça se respecte totalement. Son problème de gestion de temps, là, vraiment, je ne le blâme pour rien du tout. Et néanmoins, je pense que ce besoin de vouloir à tout prix faire de la grosse mise en scène, une espèce de petite histoire un peu rigolote autour de sa critique de jeux vidéo, je trouve que c'est pas forcément le plus folichon. C'est pas le truc qui devrait être une priorité en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, j'insiste sur ce point-là. Ça se trouve, il y a des gens qui adorent le joueur du grenier maintenant pour ses mises en scène et la critique de jeux vidéo, ça passe à côté. Personnellement, ça reste le plus important dans ces vidéos, c'est la critique des jeux vidéo, films, etc. Son spécial 11 ans, j'adore tout ce qui est partie critique de jeux vidéo. C'est très bien fichu. Notamment Sonic 2006, une critique complète et super drôle. Et à côté, on a tout ce délire du conflit pour les joyaux de pouvoir, Fistac, je sais plus comment il s'appelle, là, le gars de Fistiland, tout ça. Tous ces délires qui sont rigolos, rapidement, mais qui donnent pas, je trouve, un récit particulièrement recherché, puisque ça repose surtout sur des conneries, hein, faut dire ce qui est, et qui sont assez, pour ma part, passables, quoi. C'est pas ça qui fait que j'ai grandement apprécié la vidéo. Je trouve que
ce qui attire le plus les gens et ce qui est repris le plus souvent en termes d'extraits, etc., c'est pas les petits délires de mise en scène, les petites histoires avec Castlevania ou autre qui prend du temps à faire, parce que c'est vraiment le plus gros morceau, c'est surtout ses réactions aux jeux vidéo, les petits arguments, les tac au tac qu'il a. Et c'est ces sketchs-là qui passent le plus. C'est ces sketchs où on sait bien réagir à une œuvre. C'est ce qui fait que ça marche, ça. Et si vous voulez vous sortir de ça et être un vrai créateur total, c'est-à-dire partir de rien du tout et faire votre propre mise en scène, c'est plus compliqué. Et pour ma part, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce talent-là. Le talent de faire quelque chose de vraiment fort et impactant à ce niveau-là. Je trouve qu'Antoine Daniel n'avait pas exactement ce talent-là. Je trouve que le joueur du grenier, une bonne partie du temps, n'a pas exactement ce talent-là. Il a le talent de bien savoir réagir, de bien faire la critique autour d'œuvres en tout genre, pas forcément de jeux vidéo, pour être très drôle, très drôle. J'adore toujours le joueur du grenier, mais il n'a pas le grand talent de faire de la superbe mise en scène, d'intrigues ultra poussées et ultra cocasses. Pour moi, il n'a pas, ce talent-là. Et il y en a d'autres dont c'est le cas aussi, où on essaye d'être plus perfectionniste et au bout du compte, ça en vient presque à alourdir la vidéo de quelque chose de superflu en ce qui me concerne. Parce que c'est pas pour ça qu'ils ont eu du succès et que c'est pas pour ça qu'autant de gens les suivent. Même si, bon, autant de gens, c'est pas tous les gens. Il y a des gens qui sont pris là-dedans, qui sont touchés par ce genre de choses. Je vous fais partager un avis personnel là-dessus, mais je trouve que, à moins que vous ayez vraiment ce besoin de vous perfectionner, que ce soit vraiment quelque chose qui vous porte un petit peu, et que sans ça, vous ressentiriez une sorte de vide de création, vous avez ce besoin d'aller plus loin que la simple réaction, la simple critique recherchée, je dis ok, faites, hein, bien entendu, hein, mais ce n'est pas une obligation réelle en ce qui me concerne et ça n'a pas à être pour quelqu'un d'aussi créatif que vous dans la critique une voie obligatoire à suivre si vous voulez évoluer. Faites juste de la critique plus recherchée, plus pensée à ce moment-là. Et ouais, c'est ce que j'essaie un petit peu de faire. J'essaie de m'affiner un tout petit peu dans mes critiques. Je ne suis pas un perfectionniste. Donc c'est clair et net que mes critiques ne sont pas aussi recherchées que d'autres. Je ne fais pas des angles de caméra recherchés, etc. Je reconnais que je suis très basique quand je compare à d'autres. C'est évident. C'est évident. Je suis quelqu'un qui n'est pas perfectionniste et j'estime que c'est clair et net, je pourrais faire de la meilleure mise en scène pour une partie de mes sketchs, pour mes critiques, je pourrais faire de la meilleure mise en scène, c'est clair et net, mais j'estime que c'est pas parce que je fais pas de petits scénars à côté, que je m'invente pas une petite histoire avec ci ou ça, que ça rend mes vidéos moins pertinentes. Ce qui rend mes vidéos moins pertinentes, c'est le fait que je mets moins d'efforts dans l'angle de caméra, dans le montage, c'est sûr. Il y en a qui font des montages plus travaillés que moi. Ça joue. Je ne suis pas un perfectionniste à ce niveau-là et c'est clair et net que je pourrais faire mieux. C'est une des raisons, je pense, principales pour lesquelles je ne suis pas aussi populaire que d'autres. Il y en a qui font un travail super fort là-dessus, comme Saven, qui fait un travail de montage très vif, très bien pensé. C'est la raison pour laquelle il a un super succès, alors qu'il a commencé après moi. Comme d'autres, évidemment. Il y en a qui font un excellent travail là-dessus. J'en suis pas à ce stade, moi. Je suis sans doute pas assez perfectionniste. Je devrais l'être un peu plus. Mais il y en a qui, pour moi, le sont un petit peu trop. Ce qui fait que ça va un petit peu à l'encontre de leur créativité, de leur façon d'être un peu prolifique, de pouvoir être prolifique. Et ce genre de choses, c'est bien entendu à chacun de décider comment gérer ça, évidemment. Mais je pense que ça reste un bon exemple de ces cas où le trop fait le moins, en fait. Il faut éviter d'aller trop loin là-dessus si on veut continuer d'être vraiment pertinent et de créer. Sauf si on se résigne à trop privilégier un truc à l'autre.
On dit toujours la qualité avant la quantité, et je suis totalement d'accord que la qualité prévaut sur la quantité, mais il ne faut pas non plus que la quantité soit complètement mise à la trappe. Ne rien faire pendant 15 ans juste pour sortir un gros morceau, ok, très bien, vous avez l'œuvre de votre vie, super, j'ose espérer que vous faites quelque chose de vraiment bien ficelé à ce niveau-là, mais à ce moment-là, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y ait un succès monstre ou un suivi énormissime juste pour un seul projet. Il faut savoir se montrer régulier à un certain degré, et trop de perfectionnisme empêche les choses d'aller à un rythme acceptable, parce qu'on n'a qu'une vie en fait, et je pense que si j'avais mis plus de temps à sortir mes vidéos en les peaufinant plus, certes j'aurais peut-être été plus fier de mes vidéos, certainement, mais j'aurais eu cette sensation de pas aller assez vite pour ce que j'ai envie de faire, de pas terminer assez jeune, quoi. Je me sens déjà commencer à être de plus en plus vieux. Bon, je suis pas encore dans la quarantaine, mais la crise de la quarantaine approche petit à petit, et j'ai pas envie d'avoir des tonnes de projets non finis, et je n'ai pas envie d'avoir trop de projets non finis, tout simplement parce que j'aurais attendu trop longtemps pour les perfectionner, alors que ces détails de perfectionnement ne sont pas ce qui font, pour ma part, le sel de ce que j'avais à dire. Certes, je pourrais faire de meilleures vidéos des V2 d'une bonne partie de mes vidéos restantes du premier âge. Totalement d'accord, je pourrais faire de meilleurs trucs là-dessus. Mais au bout du compte, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la plupart de ces films. J'ai fait passer la plupart des blagues, des petits trucs que je voulais faire passer là-dessus. Et certes, j'aurais pu rajouter quelques petites choses ci et là, mais c'est pas ça qui va changer grandement le propos. Et bizarrement, en dépit du fait que je travaille un peu plus sur mes vidéos plus récentes, eh ben c'est plutôt encore mes vidéos les plus anciennes qui continuent d'avoir du succès et de bien grimper, alors que ouais, mes vidéos plus récentes, moins. C'est pas celle-là qui majoritairement ont le plus de succès. Parce que ça vient en partie du fait, et pour ça aussi, que certaines vidéos plus anciennes traitent de sujets plus populaires. Alors que, ouais, il y a des sujets moins populaires. Je savais pas que Kingdom Hearts était un sujet aussi peu populaire globalement, mais en fin de compte, non, il n'est pas très populaire. Alors, enfin bon, juste pour dire que le perfectionnisme n'est pas du tout une mauvaise chose. C'est clair net que je pourrais faire preuve d'un peu plus de perfectionnisme moi-même, mais je pense que trop, c'est aussi un défaut. Il faut avoir un juste milieu là-dessus, il ne faut pas que ça vous freine trop le perfectionnisme. C'est un peu le truc, le message que je voulais faire passer dans ce point un petit peu pas super bien présenté. Ouais, je suis pas super en forme, j'ai beaucoup bossé dans cette fin d'année, donc j'ose espérer que ce sera une mise au point qui vous plaira quand même. À bientôt pour de futures vidéos, donc ce mois de janvier devrait être normal, le février aussi, je sais pas pour mars. Mars, ça pourrait ralentir, commencer à ralentir un petit peu. Mais on verra bien comment ça se goupillera par rapport à mon job que je n'ai pas encore pris. À bientôt pour les futures vidéos. Bye!